Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'aide où nous allons voir ensemble comment concevoir, comment créer une bibliothèque statique. Pour des raisons évidentes, puisque vous allez pouvoir appliquer ce genre de tutoriel avec le langage C ou le langage C++, pour ne citer que ces deux-là, cette vidéo se place dans la playlist aide et je ne l'ai pas faite dans une des playlists de tutoriels d'un langage spécifique, puisque ça peut être adapté à plusieurs. Je vais vous montrer par un exemple assez simple mais suffisamment complet par rapport à tout ce que je vais vous montrer pour concevoir après à votre tour votre propre bibliothèque statique. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que nous avons ici très rapidement au niveau de la bibliothèque que j'ai développée pour tester bien sûr au niveau de cette vidéo d'aide. On va retrouver ici un fichier d'entête pour représenter une couleur, donc il y a juste une énumération tout simplement. On va en avoir un fichier d'entête pour ce qui va représenter un écran, donc très rapidement aussi on retrouve une structure, quelques petites fonctions qui sont bien évidemment implémentées ici. D'ailleurs, alors oui c'était ça que j'avais, attendez, non c'est pas le bon, c'est celui-là. Voilà, donc screen je répète ici, et ensuite les différentes petites fonctions qui sont implémentées, d'accord. Donc ça c'est des choses que vous avez appris à faire dans le cours de C par exemple, ou que vous feriez en C++, bien évidemment adapté au langage, mais voilà, rien de nouveau, rien de compliqué à ce niveau-là. Et ensuite on va retrouver ce qui représente un point, donc on a différentes informations, notamment l'utilisation de la couleur, donc l'énumération précédente ici, et une petite fonction aussi qui est implémentée là. Voilà. Ça ne fait pas partie de la bibliothèque, c'est un fichier qu'on utilisera par la suite, je vais d'ailleurs l'enlever. Donc considérez vraiment que la bibliothèque c'est tout ça. On a quelques fichiers sources, d'accord, des fichiers d'entête, et d'ailleurs vous voyez qu'il y a un fichier d'entête qui n'a pas de fichier source, puisqu'il n'y a pas d'implémentation directe, il y a juste une énumération, qui est certes utilisée ailleurs, mais j'ai pas de fonction propre à ça. Donc j'ai volontairement fait un fichier d'entête tout seul, isolé, qui n'a pas de fichier source d'implémentation à côté. Voilà, on retrouve ces différents éléments qui sont ici, et sans compter ce dernier ici, tous ces fichiers-là vont former la future bibliothèque que nous aurons. Quelle différence va-t-il y avoir, et en tout cas, quelles informations, quelles choses sont importantes, quelles spécificités pour cette bibliothèque statique? C'est que vous allez pouvoir directement incorporer une bibliothèque tiers. Alors, une bibliothèque comme vous avez pu utiliser par exemple dans le cours C avec la SDL, c'est un parfait exemple de ce que nous avons fait. Nous avons utilisé une bibliothèque développée par d'autres personnes, nous l'avons intégrée à un projet, donc à notre programme, d'accord. Et ensuite au moment de la compilation, cette bibliothèque, les différents éléments sont copiés au niveau de notre programme pour produire l'exécutable final, parce que c'est tout l'avantage aussi que nous avions dans notre cas, c'est-à-dire qu'on obtient un seul exécutable à la fin, d'accord, qui contient absolument tout ce qu'il nous faut. L'avantage d'une bibliothèque statique, pour ceux qui se poseraient un petit peu la question, déjà vous l'avez compris, c'est d'avoir vraiment tout ensemble et donc de ne pas avoir de problème de dépendance. Vous êtes sûr d'avoir déjà toutes les bibliothèques qu'il vous faut directement intégrées dans l'ensemble en fait des archives de tout ce que vous allez avoir. Il n'y aura pas de problème de dépendance ou de mauvaise version, du style une bibliothèque qui n'est pas dans la bonne version, qui est trop récente par rapport à d'autres dépendances, ou obsolète, etc., etc. Donc ça a tout ce côté-là qui est évidemment très intéressant. Ça va évidemment être plus rapide, d'accord, plus rapide que finalement tous les on va dire d'autres manières de faire, puisque les modules sont directement intégrés. On va avoir tout au niveau d'un même fichier, et je vous l'ai dit, l'avantage aussi c'est de pouvoir produire un seul exécutable éventuellement qui va empacter finalement tout, et on aura ça en fait qui sera intégré. Évidemment, les inconvénients de ces avantages-là, c'est que vous aurez une compilation qui va être relativement plus longue, c'est un peu logique, comme tout est intégré à votre environnement de développement. En plus de compiler finalement les fichiers de votre programme, vous allez bien sûr compiler aussi la bibliothèque tiers que vous aviez. Alors attention, pas tout, mais vous allez, comme ça va être copié à l'intérieur, il va y avoir une part de la compilation qui va concerner finalement la bibliothèque tiers que vous avez incorporée à votre projet. Donc ça, c'est quelque chose évidemment qui peut avoir des conséquences selon le type de bibliothèque qu'on utilise, et bien sûr ça utilisera plus de mémoire aussi, typologique, puisqu'on peut avoir par exemple une copie de plusieurs exécutables par fichier en fonction de ce qu'on a. Alors c'est pas la configuration qu'on aura nous ici, mais on pourrait avoir un usage mémoire qui sera plus important pour une bibliothèque statique. Alors il y a ce type là, on peut retrouver également les bibliothèques dynamiques, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo, donc il y aura une vidéo évidemment si c'est pas encore fait au moment où vous regardez celle-ci sur la création d'une bibliothèque dynamique. Donc ne soyez pas étonnés si ici je ne parle que de bibliothèque statique, c'est pour avoir en fait un sujet bien précis pour chaque vidéo. Donc vous avez comme ça chaque avantage, chaque inconvénient qui sont à prendre en compte en fonction du type de bibliothèque que vous voulez produire. Alors on va faire ça très rapidement, vous allez voir que c'est simple, d'accord, dans la théorie c'est très simple à mettre en place, et vous aurez un exemple ici assez détaillé pour que vous puissiez encore une fois après adapter ça à votre propre bibliothèque pour pouvoir la distribuer ensuite éventuellement, ou ne serait-ce simplement qu'utiliser une bibliothèque tiers. C'est-à-dire que si vous voulez intégrer une bibliothèque
télécharger sur internet à votre programme, vous saurez comment faire, parce qu'il y a souvent des gens qui ont un petit problème avec ça. Pourtant il y a de la documentation, mais au moins vous aurez quelques petits rappels. Alors si vous aviez manipulé la SDL dans le cours comme on l'avait montré, vous êtes un peu habitué à ça, mais un petit rappel ne fera jamais de mal non plus. Alors, on va inclure tout ça, déjà on va faire un peu de rangement, parce que l'intérêt après derrière, c'est qu'on utilise notre bibliothèque dans un, si vous voulez, dans un programme qui est plutôt bien organisé, d'accord, de faire les choses proprement. Déjà, nous allons produire les fichiers objets, donc on va pas en fait faire une compilation totale. Alors pour ceux qui veulent connaître un peu les différentes étapes de compilation, je vous renvoie vers une autre vidéo de la playlist Aide, justement qui parle de la compilation en C et en C++, avec toutes les étapes qu'il y a en réalité, hein, l'édition des liens, etc. Et nous, on va se contenter d'aller jusqu'à l'étape finalement de création des fichiers objets pour ne pas produire d'exécutable en fait. Voilà, on va créer on va compiler notre programme, mais sans le rendre exécutable. Je vous avais déjà expliqué qu'un programme d'ailleurs n'est pas forcément exécutable, et là vous allez avoir un très bon exemple sous les yeux dans quelques minutes. Donc ce qu'on va faire, on va produire des fichiers objets à partir des fichiers sources de notre bibliothèque. D'accord ? Alors moi, pour des raisons évidentes, je vais séparer ce qui sera le programme plus tard, qui ne fait pas partie de la bibliothèque, et je vais mettre ça dans un dossier SRC pour source, qui nous servira tout à l'heure à organiser notre programme comme il faut, et comme on le ferait, je vous dis, dans un projet un peu plus sérieux. Donc je vais mettre le main, puisque ça c'est pas ma bibliothèque, c'est à part. Considérez qu'encore une fois, ça n'existe pas. La bibliothèque, c'est seulement ces 5 fichiers là. D'accord ? Comme on a besoin évidemment des fichiers d'entête pour les fichiers sources, parce qu'ils vont devoir être inclus, on va compiler de cette manière, donc en partant directement depuis ce répertoire, et nous allons procéder à notre compilation. En tout cas, vous allez voir avec un élément bien particulier. Je vais faire gcc -c, donc ce qui va me permettre justement de m'arrêter à la production des fichiers objets sans produire d'exécutable encore une fois et de passer par l'édition des liens. Et là je vais faire tous les fichiers sources, ce sera plus rapide. Et comme ça je vais produire les différents fichiers objets. Voilà, à partir de là nous avons ici, alors je regarde ce que j'ai vu que ça fait, non, c'est parce que c'est l'explorateur qui est actualisé, mais ça fait un effet bizarre. Donc on a screen.o, point.o, on n'a évidemment pas la même chose pour color puisqu'il n'y a qu'un fichier d'entête, donc pas de problème. Ok, maintenant que ça est fait, on va placer d'avance, alors ça c'est pour se préparer au programme par la suite, un répertoire include. Surtout si vous voulez distribuer votre bibliothèque, c'est bien de garder une hiérarchie de dossiers que les gens ont l'habitude de faire. Encore une fois, c'est pas une norme, rien ne vous oblige à faire ça, mais ce sera bien plus pratique de le faire parce que les développeurs ont par convention cette habitude-là, et en téléchargeant une bibliothèque, si tout le monde respecte un petit peu le même modèle de hiérarchie, on arrive facilement à s'y retrouver. Les fichiers d'entête pour une bibliothèque, on a l'habitude de les mettre dans un répertoire include, pour dire c'est tout ce qui sera inclus dans les fichiers sources. Donc ici, je vais pouvoir maintenant mettre tous mes fichiers d'entête, puisqu'on a produit les fichiers objets, on n'a plus besoin de les avoir au même endroit. Je mets ça ici, et voilà une première partie de ma bibliothèque. Ce répertoire include en fera partie. La bibliothèque statique en elle-même, les fichiers qu'on va produire par la suite, seront placés dans un répertoire, par convention, qui s'appelle lib, pour library, c'est-à-dire le terme anglais pour bibliothèque en français. Et là nous allons, alors pour le moment je vais placer les fichiers objets, et on verra un peu ce qu'on va en faire par la suite. Ça vous pouvez l'enlever, parce qu'encore une fois à ce stade, enfin bien sûr ne pas le supprimer, hein, gardez-le bien sûr bien sauvegardé quelque part, mais à ce stade on n'en a plus besoin, parce que ça fait partie en fait du développement, d'accord, de notre bibliothèque. Donc je vais en faire une archive, par exemple, pour dire voilà je les garde pour plus tard, hop, j'en ai plus besoin ici, voilà, c'est ici. Donc notre programme sera tout ça, la bibliothèque sera composée de ça. Alors elle n'est pas tout à fait finie, on ne peut pas encore distribuer tel quel, sinon on fournit les fichiers objets tels quels. Ça marcherait pour autant, encore une fois on pourrait tout à fait avoir notre bibliothèque fonctionnelle de cette manière, mais on va faire les choses un peu plus poussées quand même. Nous allons tout simplement, et c'est très simple, produire une archive en fait à partir des fichiers objets que nous avons ici. Pour éviter de le faire à la main, on va passer par un petit outil via le terminal. Encore une fois, il y a plein d'autres outils, si vous passez par un environnement de développement, vous aurez tout ce qu'il faut hein, comme système. De toute façon, vous pourrez même passer par l'interface de votre éditeur pour qu'il vous crée automatiquement tous les fichiers de configuration. C'est l'intérêt d'un environnement de développement à ce niveau-là. Donc vous pourrez faire tout ça. Nous, on va utiliser le programme GNU AR, qui va permettre en fait de gérer tout ce qui est archive, et c'est un logiciel de la fondation GNU, et on va pouvoir, comme ça, créer tout ça. Alors, je vais dans lib, donc je vérifie que je suis au bon endroit, voilà. Et ici, vous allez faire la commande AR, donc ça c'est le gestionnaire, en fait c'est le programme qui gère tout ce qui est création d'archives, etc. Et vous allez passer quelques arguments RCS. Donc là c'est simplement en fait pour ajouter les différents fichiers qu'on veut, pour pouvoir produire un fichier d'index qui va en fait faire une table des matières des différents fichiers objets. Et ensuite le C c'est pour create, pour dire vraiment qu'on crée en fait notre archive. Donc c'est pour vous expliquer rapidement les arguments. Et ici, vous allez donner, pareil, c'est une règle à respecter, de commencer un nom de bibliothèque par le mot lib, en minuscule. Et ensuite, vous donnez le nom que vous voulez. Donc moi, je vais appeler ça draw
2D, voilà, pour dire dessin en 2D, rendu en 2D. Voilà, j'aurais pu mettre render 2D, peu importe, mais j'appelle ça comme ça, et le fichier porte l'extension A. Donc vous avez peut-être déjà vu, notamment quand on a fait de la SDL dans le cours en langage C, des fichiers avec une extension .a, bah vous pouvez les ouvrir avec votre gestionnaire d'archives, vous verrez qu'à l'intérieur, ça va contenir plein de fichiers tout à fait lisibles. Enfin en tout cas, vous pouvez y accéder depuis un gestionnaire d'archives. Et ensuite là, je dis à partir de tous mes fichiers objets. Et voilà ce qu'on fait. Donc là, je vais revenir dans le répertoire d'avant, hein, répertoire du projet complet. Et vous voyez, si je joue avec mon gestionnaire d'archives, on retrouve tout ça. On retrouve en fait les fichiers hauts qui ont été mis dans une archive. Et ce qui nous intéresse surtout, pour éviter encore une fois de le faire à la main, même si on pourrait tout à fait, et ben c'est ça. Voilà, on a un petit, alors oui, on a un petit voilà, fichier texte qui nous dit en fait pour chaque fichier objet, qu'est-ce qu'on retrouve comme fonction. Ça fait une table des matières et ça va être bien pratique par la suite. Donc évidemment, privilégier ce genre de méthode plutôt que de faire tout à la main. À ce stade, on n'a plus besoin de ces fichiers là non plus, d'accord. Au pire, bon, je pourrais toujours les recompiler, ça je peux les supprimer, c'est pas grave. Si un jour j'ai besoin de les récupérer, bah, je recompile ma bibliothèque comme on a fait tout à l'heure avec le petit "-c" avec en argument pour GCC, et ça fonctionne. Et là, on revient effectivement à une configuration qui est correcte. Voilà, on a le répertoire include avec tous les fichiers d'en-tête, on a un répertoire lib avec notre bibliothèque Draw 2D, voilà, qui commence par le mot, vous voyez, library, au départ. Et là c'est bon, votre bibliothèque est faite, vous pouvez la distribuer. Donc vous pouvez faire une archive. Alors tout dépend de est-ce que vous l'avez compilé pour du 32 bits, 64 bits, rappelez-vous, hein, généralement on précise sur une archive le numéro de la version d'architecture. Alors oui, bon je vais virer ça de son pour l'élection, j'en ai plus besoin. Je vais refaire une archive là, hop. Et puis après, bah voilà, vous pouvez appeler ça Draw 2D. Moi je crois que c'était en 64. Et vous pouvez comme ça distribuer votre bibliothèque, d'accord ? Quelqu'un qui va récupérer votre bibliothèque, encore une fois, s'il organise un minimum son programme, qu'est-ce qu'il va faire? Ces fichiers sources à lui, il les mettra dans ce répertoire SRC. Donc moi j'ai fait un fichier main, tout simplement, qui est mon point d'entrée, pour ça que je l'ai appelé main. J'aurai, alors ça pour le moment, je ne sais pas encore que je l'ai, on verra par la suite. On va avoir ça directement, parce que ça c'est parce que quand j'ai testé, c'est vrai que j'aurais dû vous montrer d'ailleurs le programme à l'exécution avant de faire la bibliothèque, mais tant pis, c'est pas grave. Donc en fait oui, je vais laisser ce que j'avais fait pour les... Enfin, ça c'est ce que vous feriez vous pour les tests, mais nous, quelqu'un qui récupère la bibliothèque, il aurait ça. Il n'aurait pas forcément d'ailleurs ce code pour le moment, mais ça on verra. Donc ça c'est notre programme, d'accord, la personne qui reçoit en gros votre bibliothèque, qui veut l'utiliser, etc. Et ensuite, il va incorporer votre bibliothèque à son projet. Donc, encore une fois, comme je l'avais dit, par convention, il va créer un répertoire include, lib, donc lib, et éventuellement d'autres choses s'il a besoin de ressources, etc. Donc il va récupérer votre bibliothèque. Si elle est fournie telle qu'elle, bah, l'avantage c'est qu'il n'a plus qu'à décompresser ça dans à la racine de son projet, et ça pourra comme ça être intégré directement. Il se retrouve donc avec tout ça, qui est bien organisé, en tout cas mieux que si on mettait tout dans un seul dossier, et là il va pouvoir s'en servir. Alors je vire l'archive pour que ce soit propre, mais vous bien sûr faites des sauvegardes, tout ça, ne supprimez pas les choses n'importe comment. Et là nous avons notre programme qui est prêt à fonctionner. Donc on va ici, alors je suis dans, oui c'est vrai que je l'ai enlevé complètement, parce que j'avais enlevé les lignes mais il faut les ajouter. On va pouvoir faire un include de la même manière que nous faisions ceci. C'est-à-dire maintenant il n'y a plus besoin de faire ça, comme si le fichier était présent dans le répertoire autre, de faire par exemple ceci, d'accord. Comme vous allez l'inclure à la commande de compilation par la suite, vous pouvez utiliser les chevrons. Évidemment, le chemin dépend du répertoire include. On va faire en sorte que la compilation se passe, pour en tout cas les fichiers en tête, à partir de ce dossier-là. Donc si tout est directement dans le dossier, vous mettez directement le nom du fichier. Si par exemple vous avez créé un sous-dossier de votre bibliothèque, parce que peut-être que vous allez utiliser plusieurs bibliothèques statiques, donc quand c'est comme ça, c'est bien que dans le répertoire include, vous ayez un sous-dossier par bibliothèque. Encore une fois, c'est à vous de vous organiser, de bien hiérarchiser tout comme il faut. Et bien à ce moment-là, ici, vous mettrez tout simplement, voilà, ceci, et comme ça. Donc ça, je le dis, parce que j'ai vu des gens se tromper souvent pour les SDL, qui ne comprenaient pas pourquoi des fois ils mettaient SDL2 ou pas. Et en fait, c'est juste une question de chemin. Je veux dire, là on ne sait pas du C, hein. Ça c'est propre directement au système de chemin d'un n'importe quel système. Si vous avez un sous-dossier, vous devez le préciser, d'accord. C'est voilà, vous avez un sous-dossier ici. Si vous en avez un autre, vous en avez un autre également, jusqu'à arriver au fichier. Et ça part du point de départ de là où en fait vous configurez par rapport à la compilation. Donc moi ça va être directement placé dans include, je ne vais pas faire de sous-dossier pour l'exemple. Donc je peux mettre ces trois noms, color, point screen, puisque je vais avoir besoin des trois pour ce que je veux faire. Point.h. Et voilà, vous voyez, comme si c'était en fait un fichier d'entête du standard du langage C. Voilà, comme je ferai stdio, j'inclus directement ces fichiers de la même manière. Et enfin, maintenant, nous pouvons passer à la compilation finale. C'est ce que je vous avais dit, la compilation sera un peu plus longue, puisqu'on ne va pas se contenter finalement de compiler
que ce fichier-là, on va également faire de la copie avec tout ça et on va utiliser ces fichiers d'inclusion. Donc il y aura plus d'opérations que si nous avions que notre programme. Donc c'est le petit avantage de travailler avec des bibliothèques statiques, c'est d'avoir une compilation plus longue. Et nous allons pouvoir travailler directement avec tout ça. Donc là, la commande, si je me base sur ma petite hiérarchie de dossier ici, alors je vais faire une commande avec les arguments ici pour avoir le code le plus, on va dire, avec le plus de vérification possible, même si on pourra en rajouter des arguments, on peut en mettre plein. On peut mettre celui-là aussi, pourquoi pas. Et ensuite, ce qu'on fait, on compile ce qu'on veut. Donc là, bon, si j'avais plusieurs fichiers sources, je ferais ça. Moi, j'en ai qu'un seul, donc je vais juste faire celui-là. Et ensuite, vous incluez tout ce qu'il faut, comme on le faisait avec la SDL, pour ceux qui ont bien suivi le cours en C, ou n'importe quelle bibliothèque tiers. Vous utilisez l'argument grand I pour préciser en fait le répertoire des fichiers d'entête, donc à partir de où commencent les inclusions. Donc moi, c'est mon répertoire include, qui est directement à cet endroit-là, à la racine. Donc vous voyez comme ça, la commande est vachement simplifiée au niveau des arguments à écrire. Ensuite, ça va être pour le répertoire des bibliothèques, donc lui, par convention, c'est lib, donc ça va être directement à la racine de celui-ci. Donc j'ai juste à mettre ça. Et ensuite, vous allez inclure avec un petit L minuscule le nom en fait de la ou des bibliothèques à inclure. Moi, j'en ai qu'une seule, c'est celle-ci, c'est Draw2D, et vous allez écrire exactement ça. Donc vous n'aurez pas à écrire le lib, d'accord, on le met pour le nom, mais la commande est capable justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de l'omettre. Là, c'est par défaut, et vous pouvez l'écrire directement, comme ceci. Alors souvent vous verrez quand les gens utilisent les commandes, ils collent tout. Moi j'ai l'habitude de bien séparer, parce qu'après, pareil, c'est une question de, comment dire, de retour que j'ai. Les gens pensent que en fait c'est ldraw, d'accord, alors qu'en fait le tiret L minuscule c'est un argument, et ensuite on passe la valeur de cet argument. Donc comme les gens souvent confondent ce qui est passé après le tiret et ce qui va à la suite comme option, comme valeur, moi je sépare bien pour dire en fait, voilà, on a un tiret L minuscule pour ça. Si je veux inclure autre chose, je pourrais en ajouter d'autres bibliothèques, si j'en avais d'autres que Draw2D comme j'avais ici. Là j'exécute, alors je vais faire quand même un nom de programme, -o proc, c'est pas obligatoire mais je peux le faire comme d'habitude. Et ici je reviens et j'ai mon exécutable proc.exe. Je n'ai plus qu'à l'exécuter, pas le compiler, c'est déjà fait. Et voilà, donc j'ai la même chose. Donc là si vous aviez testé en amont votre bibliothèque, vous auriez eu, bien sûr, enfin avec ce même code évidemment, vous auriez eu bien sûr la même exécution. C'est là tout l'intérêt après quand vous faites vos tests, que la personne puisse utiliser directement. Et voilà comment nous avons produit à partir de notre programme, même si là il n'y a qu'un fichier, et un ensemble éventuellement de bibliothèques externes, tout ça dans un environnement pour notre développement, compilé et produit, notamment dans ce cas précis, un exécutable final. Voilà, c'est un seul fichier qui est compilé et qui englobe absolument tout ce qu'il nous faut. Voilà, tout a été copié dedans, on a tout dans notre exécutable. Donc là c'est quand même vachement bien pratique. Donc maintenant, après on peut utiliser tout ce qu'on a. Donc si je reviens un peu sur mon sac, je les ai virés les fichiers qu'on avait, on va pouvoir utiliser tout ça. Donc bien sûr, pour ceux, parce que là je vais un peu plus loin que ce tuto, pour ceux qui voudraient bien sûr distribuer une bibliothèque, tout ça, n'hésitez pas à vous servir d'outils de versionning ou de partage justement de bibliothèques. Je pense notamment à GitHub, si vous voulez fournir notamment le code open source pour votre bibliothèque, ou passer par un site, si vous voulez que ce soit fourni directement sur votre site, avec un lien de téléchargement pour l'archive. Et je ne saurais que trop conseiller, bien évidemment, de documenter une bibliothèque, parce qu'il n'y a rien de plus, on va dire, décourageant que de vouloir utiliser une bibliothèque tierce, mais qui n'a pas de documentation. Imaginez là, si je vous disais d'utiliser ma petite bibliothèque là, sans avoir de documentation. Il faudrait que vous ayez en fait limite visibilité sur le code source pour voir quelles fonctions il y a, qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il y a plein d'informations qui manquent, ou alors d'aller, je sais pas moi, voir éventuellement dans l'archive ici, de regarder dans le fichier texte, puis de voir à peu près les noms de fonctions. Mais pour autant, ça vous donnera pas les arguments, les paramètres de la fonction, le type de retour, bref, il manque plein d'informations. Donc bien sûr, quand on distribue, si on compte distribuer une bibliothèque, c'est pas juste à garder pour soi, et même pour soi, j'ai envie de dire, à la rigueur, ça peut être une bonne manière de faire, c'est de produire une documentation. Comme ça, vous ne fournissez pas que l'archive de bibliothèque, vous fournissez bien sûr une documentation aussi, pour que la personne qui va s'en servir puisse l'utiliser comme il faut, et comme vous avez prévu en tout cas qu'elle soit utilisée. Voilà. On a fait le tour, j'ai fait largement le tour de ce que je voulais vous dire et vous montrer. Vous avez comme ça tous les éléments qu'il vous faut. S'il y a des gens qui pensaient que c'était compliqué, parce que je voyais beaucoup de retours sur eux, mais je comprends rien, je veux utiliser telle bibliothèque pour faire de la 2D, de la 3D, tout ça, j'arrive pas à l'inclure en projet, ça marche pas, etc. Là, vous avez beaucoup de réponses à vos questions. Vous savez comment utiliser une bibliothèque tierce, même si ce n'était pas le sujet principal de départ de cette vidéo. Et en plus, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous savez maintenant pas mal de clés en main pour créer, concevoir votre propre bibliothèque statique, j'insiste bien, et on verra bien sûr sur la chaîne, il est prévu bien sûr qu'on voit tout un tas d'autres manières et de types de bibliothèques que nous pouvons créer par nous-mêmes.
Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Et s'il y a des questions par rapport à ce qui a été montré là, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés par rapport à ce qu'on a abordé ensemble, n'hésitez pas bien sûr dans les commentaires à poser vos questions. A bientôt tout le monde, ciao.